18h, l'heure du journal de la rédaction que vous présente ce soir Tara Schlegel. Bonsoir Tara. Bonsoir à tous. Nous allons consacrer une page importante de cette édition à la Syrie. Sur front de répression incessante depuis 17 mois, se tiennent deux conférences importantes aujourd'hui. Le sommet des non-alignés à Téhéran et la réunion du Conseil de sécurité sous présidence française. Quelles avancées peut bien obtenir Paris? Nous ferons le point avec Mathieu Laurent et avec notre invité, l'historien Pierre Pinchinin, qui s'est rendu plusieurs fois en Syrie depuis le début de la crise. En Syrie, la guerre se poursuit. Un MiG a été abattu ce matin. Les rebelles affirment que ce sont eux qui ont descendu l'appareil. Impossible de confirmer cette information de sources indépendantes. De son côté, le régime assure lui que 8000 soldats et membres des forces de sécurité ont péri depuis le début du soulèvement il y a 17 mois. Là non plus, aucune vérification possible. Ces données émanent du directeur de l'hôpital militaire de Damas. En attendant, c'est la diplomatie qui occupe ce jeudi le devant de la scène avec deux réunions presque en miroir. D'un côté, d'abord, Téhéran, qui prend pour 3 ans la présidence du mouvement des pays non alignés et qui recevait une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Le sommet a été mouvementé. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, s'inquiétant haut et fort du programme nucléaire iranien et des propos négationnistes de son hôte, qui s'en est pris souvent à l'existence même d'Israël. Et puis l'invité de marque du sommet, depuis 34 ans l'Égypte boudait Téhéran, le nouveau président égyptien Mohamed Morsi, qui est donc venu, mais qui a exhorté les non-alignés à soutenir les rebelles en Syrie, parlant d'un devoir moral alors qu'on sait que l'Iran est l'un des proches alliés de Bachar al-Assad. Et puis, deuxième acte sur le terrain de la diplomatie qui va s'ouvrir d'ici 1 heure environ. Mathieu Laurent, bonsoir. Bonsoir Tara. Il s'agit de la réunion que la France se devait en quelque sorte d'organiser au Conseil de sécurité de l'ONU qu'elle préside encore pendant 24 heures. Oui, une réunion Tara du Conseil de sécurité de l'ONU qui fait figure de tribune, qui pourrait être intitulée « Appel à la conscience universelle pour venir en aide aux victimes du conflit ». L'enveloppe humanitaire pourrait tout au plus s'alourdir. La France s'en contentera. Les États-Unis fulminent et estiment que c'est un objectif indigne de cette enceinte qui a accompagné, quand elle ne les a pas dictés, les grands bouleversements mondiaux. Et si encore, il ne manquait personne autour de la table du Conseil, mais Hillary Clinton et son homologue russe, Sergei Lavrov, boudent cette séance censée marquer la présidence française. Laurent Fabius aura bien pris soin d'inviter les pays frontaliers de la Syrie. À ce titre, le chef de la diplomatie turque, Ahmet Davutoglu, répond présent, mais demande à ce que l'ONU avance sur des structures humanitaires à l'intérieur de la Syrie. Quant aux zones tampons, Laurent Fabius, qui préside la réunion qui nous intéresse, semble en avoir fait provisoirement le deuil. C'est très compliqué, lançait-il, avant de s'envoler pour New York. Cette convocation du Conseil de sécurité de l'ONU n'aboutira à aucune déclaration, aucun texte d'aucune portée. Précisément ce que redoutaient les États-Unis, les seuls à avoir les moyens d'intervenir militairement en Syrie. Perspective improbable, les urnes là-bas vont bientôt parler. Mathieu Laurent, merci beaucoup. Nous sommes à présent en ligne avec Pierre Pinchinin. J'arrive pas à prononcer votre nom, excusez-moi. Vous pouvez m'aider? Pinchinin. Pinchinin, voilà, je vais essayer de mieux le dire. Donc vous avez passé 5 séjours en Syrie depuis le début de la rébellion. Vous avez une formation d'historien, on vous présente comme chercheur. Vous êtes aussi professeur de lycée, je crois, en Belgique. Donc vous êtes allé en Syrie plusieurs fois, 3 fois, vous m'avez dit, disons du côté de Damas. Vous en avez fait des récits qui d'ailleurs ont été assez controversés quand vous avez fait le récit d'un pays presque sans combat, très loin de l'image qu'on donnait à l'époque dans les médias. Cette polémique, c'est pas du tout l'objet de notre entretien. Et plus récemment, en juillet, en août, vous étiez du côté de l'armée syrienne libre dans la région d'Alep, je crois. Comment avez-vous trouvé les combattants là-bas? Voilà, j'ai effectivement passé 2 semaines, donc une en juillet, une en août à Alep. Où j'étais hébergé à l'hôpital d'Ar al-Shifa, au cœur des quartiers rebelles. Eh bien, les rebelles sont dans une situation de plus en plus critique parce qu'ils épuisent leur arsenal, qui est composé d'armes essentiellement prises sur l'armée du régime. Ils ne reçoivent aucune aide de l'Occident, contrairement à certains bruits qui courent ici et là. J'ai été très soigneux dans l'observation de ce qu'ils possèdent comme matériel. Ce sont des kalachnikovs, du matériel russe, chinois, pris sur le gouvernement, effectivement. Quelques lance-roquettes anti-chars, aucun matériel antiaérien. Et vous imaginez que combattre ainsi contre des chars d'assaut, des hélicoptères, des MiG, c'est cause perdue. Alors on dit quand même qu'il y a des armes qui passent par la frontière turque. Écoutez, à part quelques caisses de lance-roquettes, l'Arabie saoudite a fait le forcing par rapport aux États-Unis pour
obligé les États-Unis à laisser passer ces caisses, mais à part quelques caisses de RTG, donc de lance-roquettes d'armes anti-chars, il n'y a rien et je peux vous assurer que sur le terrain, les rebelles comptent les munitions, vont parfois au front avec seulement un chargeur dans la Kalachnikov. Ils sont donc très démunis. Alors vous avez entendu le papier de Mathieu Laurent qui concerne le Conseil de sécurité de l'ONU qui va se réunir. Comment vivent les insurgés que vous avez vus sur place? Comment vivent-ils tous ces mouvements de la diplomatie qui soi-disant tentent de faire échec à la guerre et qui tenteraient de faire partir Bachar al-Assad? Est-ce qu'ils sont convaincus qu'on fait vraiment tous les efforts nécessaires? Alors pas du tout, ils sont très attentifs à ce qui se passe, s'informent, mais n'attendent absolument plus rien maintenant de l'Occident. Vous savez, ça fait plus d'1 an que la révolution a commencé. Au départ, bon, elle a mis le temps à s'enclencher, mais depuis les élections du 7 mai qui ont vraiment montré les intentions du régime de se maintenir en l'état, de refuser toute participation d'une opposition réelle au dialogue. La rébellion maintenant s'est armée, se bat de manière évidente, très dure pour se défendre de la répression exercée par le régime. Et face à l'inaction totale de l'Occident, la rébellion est complètement désespérée. C'est même plus qu'une inaction, parce que comme me le disaient plusieurs responsables de l'état-major à Alep, l'Occident non seulement ne fournit pas des armes, mais empêche également les rebelles d'en acheter. Les rebelles ont réussi à récolter des fonds à l'intérieur du pays, dans la diaspora, et ne peuvent pas utiliser ces fonds pour acheter des armes parce que les États-Unis, notamment la France aussi, font pression sur la Turquie, sur la Jordanie pour empêcher l'entrée d'armes. Je voulais juste vous demander d'un mot, mais ils nous voient comme des complices de Bachar al-Assad? Alors écoutez, parfaitement. C'est véritablement le phénomène récurrent. On me demandait toujours, bon moi je venais de Belgique, donc la petite Belgique ça passait un petit peu mieux, mais en ce qui concerne la France, les États-Unis, les grands États occidentaux, nous étions considérés comme des complices des crimes de guerre qui se perpètrent tous les jours, des massacres quotidiens suite au bombardement de la population à Alep en tout cas. Pierre Piccin, merci beaucoup de nous avoir fait le récit de ce que vous avez vu à Alep.